Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on va tester un nouveau LLM, un nouveau modèle d'IA, à savoir GPT OSS. GPT OSS, alors qu'est-ce que c'est? C'est la version libre, entre guillemets, de ChatGPT. Alors qu'est-ce que ça veut dire libre? Bon, je vais pas réexpliquer dans cette vidéo ce qu'est un LLM et comment c'est construit, mais bon, au cœur des outils d'IA générative tels que ChatGPT, il y a ce qu'on appelle justement un LLM, et c'est le moteur de l'IA, le réseau de neurones. Eh bien, ce réseau de neurones, entre guillemets, hein, c'est une simplification ce que je dis, ce cœur de notre LLM, c'est un fichier, tout simplement. On appelle ça un fichier de poids. Donc ce fichier, si on le télécharge et qu'on le lit, on n'y comprend rien, bien sûr, c'est juste des nombres. Mais voilà, c'est le cœur de l'IA, et les gros LLM tels que ChatGPT 5 ou autres, bon, on peut pas les télécharger, c'est privé, hein, c'est seul ChatGPT qui le possède. Et bien là, OpenPOI, ça veut dire qu'ils ont donc ce modèle, ils le donnent sous forme de fichier et on peut en faire ce qu'on veut. Donc c'est un peu comme du logiciel libre. C'est-à-dire qu'on a accès aux sources du modèle, à la source du modèle. C'est pas entièrement libre, en ce sens qu'on ne sait pas comment le modèle a été entraîné. On n'a pas accès aux données d'entraînement qui ont permis d'obtenir ce fichier de poids. On a juste accès aux résultats, donc ce qui est quand même déjà pas mal. Et c'est gratuit. Du coup, voilà, c'est bien. Et puis on peut l'installer chez soi, sur sa propre machine, dans sa propre entreprise. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc je vais développer un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Donc ici, petit robot qui est libéré de ses chaînes, entre guillemets. Alors bien sûr, cette version GPT OSS, ce modèle, ce n'est pas la même chose que ChatGPT 5 officiel. C'est une version qui est faite par OpenAI qui est le même éditeur que l'éditeur de ChatGPT, la même entreprise plutôt, mais c'est pas la même chose, hein. Bon, je me suis d'ailleurs pas renseigné, donc je sais pas exactement comment c'est fabriqué, mais nous, on va tester directement le modèle pour voir ce que ça vaut par rapport à nos autres LLM qu'on a déjà testé, par rapport à nos autres outils d'IA générative plutôt. Alors voilà, pour le vocabulaire, je suis un peu imprécis. J'utilise souvent le terme IA pour dire produit d'IA générative, pour dire IA générative. J'utilise souvent le terme LLM. Bon, j'espère que c'est assez clair quand même quand je m'exprime, parce que voilà, on rentre pas dans les détails techniques, sauf dans certaines vidéos où là je donne un peu plus de détails. Alors OSS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Open Source Software, et GPT Generative Pre-Training Transformer ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas très important, le nom, enfin si, en fait les noms sont importants, donc c'est pour ça que je vous le dis. Bon, pourquoi je dis que c'est pas très important? Si, tout est important bien sûr. Alors, rappel de mes vidéos précédentes, on va utiliser Oyama. Oyama, c'est un outil qui nous permet d'exécuter en local sur un ordinateur qu'on possède chez nous, ça peut être n'importe quel ordinateur, donc moi je vais faire ça sur le PC d'enregistrement de vidéos. D'ailleurs, j'aurais dû remettre le slide avec la configuration. En tout cas, vous pouvez aller voir cette vidéo où on a installé Oyama, donc c'est un peu une sorte de tutoriel si vous partez de zéro et que vous voulez le refaire vous-même. Je crois d'ailleurs que c'est la vidéo qui a le mieux marché de la chaîne. Parce que ça va droit au but, on teste Oyama et on voit à quel point c'est facile d'installer soi-même un LLM sur son ordinateur en local. Le problème, c'est que on va être limité bien sûr par la puissance de calcul. Même si, donc là, l'ordinateur que j'ai pour tourner les vidéos, il y a 64 Go de RAM et une GeForce 4070, une RTX 4070 de chez Nvidia là. Donc c'est une bonne carte graphique, voilà, c'est un bon PC gamer, hein, pas non plus un truc incroyable, mais c'est quand même sérieux.
Malgré ça, c'est une machine puissante, mais pour faire tourner un LLM, eh bien, plus le LLM est gros, plus il sera efficace, on va dire. Bon, ça c'est une grosse simplification, mais voilà, on peut commencer par ça. Et plus il est gros, plus c'est coûteux de l'utiliser, c'est-à-dire plus ça va être coûteux de lui poser des questions et d'obtenir une réponse. Donc là, on avait testé un petit LLM avec, je crois, me souvenir qu'il y avait 3 milliards de paramètres. Et il devait faire 2 gigaoctets, donc c'est Llama 3.2. Et là, donc c'est utilisable, ça répond assez rapidement, mais le problème, c'est que les réponses ne sont pas toujours très pertinentes. Et ici, dans une autre vidéo, on avait utilisé un gros LLM, si je me souviens bien, de 70 milliards de paramètres et peut-être 40 gigaoctets de taille. Et bien là, les réponses étaient un peu mieux, mais pas non plus extraordinaires. Et chaque question, ça prenait à peu près 20 minutes à donner la réponse. Donc, c'est pas si intéressant que ça, mais ça dépend aussi du LLM en lui-même. Donc là, ChatGPT, on a beaucoup d'espoir quand même, parce que eh bien, OpenAI, c'est le leader des LLM. Donc ici, je vous ai mis, alors ils ont sorti l'article en français aussi, l'article sur le lancement de GPT-OSS. Alors, c'est sorti le 5 août, on est déjà le 20, et quand vous verrez cette vidéo, on sera fin septembre, début octobre, je pense, parce que voilà, il y a toute une organisation, un planning, il y a des périodes où je ne peux pas tourner de vidéo, donc je dois en tourner plein, donc il y a tout un décalage. Bon, après, je ne suis pas une chaîne d'actualité, hein, donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu de retard, mais c'est un peu frustrant parfois. Voilà, donc cet article, en réalité, je ne l'ai pas lu, donc, parce que j'ai pas le temps. Voilà, sachez qu'il existe. Alors, modèle libre d'OpenAI, je l'ai déjà expliqué. Ici, on a le site d'Oyama. Si vous voulez l'installer, vous pouvez télécharger. Et ce que je trouvais intéressant, c'était le dépôt GitHub, où notamment on avait un petit tableau. Donc ça, c'est le projet Oyama qui permet d'exécuter, de faire tourner des LLM. Oyama, c'est le logiciel qui permet de faire des inférences, donc ça c'est le terme technique, c'est-à-dire poser des questions à un LLM qu'on aurait téléchargé par ailleurs. Donc Oyama lui-même permet de télécharger automatiquement des LLM. Donc Llama 3.2, on avait testé celui-ci, donc c'est le premier dont je vous parlais, j'aurais dû ouvrir cette page, et voilà. Et là on avait testé aussi celui-ci, Llama 3.3. Je crois pas qu'il y a GPT dedans, GPT-OSS, mais je pense qu'on doit pouvoir l'exécuter. Eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, donc ça, j'en parlerai après, parce qu'il va falloir certainement télécharger GPT-OSS. Donc, ça se fait dans le PowerShell. Donc, je lance le PowerShell. Ensuite, là, on avait notre commande Oyama run Llama 3.2. Donc là, c'est voilà, donc c'est en mode ligne de commande. Donc, alors attention, faut pas que avec la vidéo, avec la webcam, hop, voilà, on va faire comme ça. J'espère que c'est visible, je peux peut-être augmenter encore un tout petit peu, voilà. Donc là, on va dire, donne-moi la recette de la tarte aux pommes. Donc ça, c'est ma question habituelle. Alors dans cette vidéo, on va tester GPT-OSS avec nos questions habituelles d'agilité. Je vous le dirai juste après quelles questions on va lui poser. Comme ça, on pourra comparer aux autres IA qu'on a déjà testées. Donc là, voilà, recette de la tarte aux pommes. Donc là, ça nous donne la recette de la pâte, etc. Donc pour la tarte aux pommes qui est hyper simple, hyper classique, une question bateau, là, on a une bonne réponse. Donc on voit que c'est efficace et en plus, c'est assez rapide. Mais si on pose des questions un peu plus complexes d'agilité, on avait vu que c'était pas si extraordinaire. Donc ici, je vous remets mon petit tableau benchmark où il y a les notes, toutes les notes qu'on a de tous les tests qu'on a fait sur l'IA sur la chaîne. Donc il commence à y en avoir pas mal. Vous avez d'ailleurs une playlist dédiée agilité et IA où il y a tous les tests. Donc bon, je vous laisse découvrir ça. Il y a une playlist spéciale IA et on a fait beaucoup de tests en fait. Donc voilà. Donc où est-ce que j'en étais? Alors ça c'est Llama 3.2, c'est ce qu'on avait déjà testé. Alors comment on fait pour quitter? CTRL D peut-être, voilà. Donc là on va lancer GPT-OSS. Donc là, alors
pull model manifest. Donc ça veut dire que normalement ça télécharge le modèle, donc c'est ce que je pensais qu'il allait se produire. Et the model you are attempting to pull requires a newer version of Oyama. Ok, donc faut mettre à jour Oyama. Ok, c'est pas grave. Comme ça, si vous faites la même expérience que moi, voilà, en plus ça tombe bien, on avait déjà le site. Si vous faites la même expérience que moi, vous ne serez pas dépaysé. Vous saurez qu'il faut installer. Donc ça devrait être relativement rapide. Donc hop, et installe. Donc en attendant, de toute façon j'avais prévu qu'il fallait un temps de téléchargement pour le modèle. En attendant, pourquoi c'est important d'avoir sa propre IA? Ok, donc là, je vais mettre ça sur l'autre écran en attendant. Pourquoi c'est important de faire tourner sa propre IA? Pourquoi ne pas utiliser ChatGPT? Alors sur cette chaîne, moi, donc, je m'intéresse à l'agilité, en général à la gestion de projets informatiques, plus exactement au sens large du terme. Et pourquoi je parle d'IA? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect l'IA, en quoi elle peut aider à la gestion de projet. Et l'autre aspect, c'est comment tous ces outils d'IA vont transformer le métier de l'informatique. Alors là, Oyama s'est lancé tout seul. Ça s'est lancé. Ok. Donc c'est peut-être une nouvelle interface qui vient. Donc habituellement on utilisait ça, le PowerShell ou un terminal. Et bien maintenant apparemment on a une nouvelle interface. Et là je vois que c'est directement sélectionné sur GPT-OSS. 20B, donc ça veut dire 20 milliards de paramètres, c'est la taille du modèle. Bon, on va lui poser une première question. Quelle est la recette? Et après on posera nos vraies questions. De la tarte aux pommes. Mais à mon avis, ça va pas marcher parce que je pense que c'est un peu trop rapide. Il faut télécharger quelques gigaoctets. Bon, ça marche. Ah, oui, bon voilà. Là, on lui pose une question et ça télécharge le modèle. Donc 12 gigaoctets. Donc on va attendre quelques minutes. C'est pour ça que j'avais prévu ceci, parce que normalement quand on teste un nouveau modèle, ça télécharge le modèle donc il faut attendre le temps du téléchargement tout simplement. Donc là je mets ça de côté, je mets cette fenêtre de côté et donc je dis ce que j'avais prévu de dire de toute façon. Donc sur cette chaîne on s'intéresse à l'IA. Donc bon, pour tous les aspects l'IA peut nous aider dans notre métier de gestion de projet, notamment notre métier de Scrum Master, etc. Et aussi l'arrivée de ces outils dans le monde de l'informatique et même dans le monde du travail, ça va transformer un peu l'organisation du travail, l'organisation de l'informatique. Donc il y a tout un tas de vidéos sur la chaîne, notamment sur les API et tout ça, pour expliquer en quoi c'est un nouveau paradigme de programmation, en quoi ça transforme pas mal de choses. Donc un des enjeux, c'est le fait que l'IA va s'implanter partout dans toutes les entreprises, dans tous les projets. Du moins c'est ce que je crois, parce que c'est un outil pratique, efficace, qui fait plein de choses. Donc voilà, on va pas s'en priver. C'est comme Internet qui s'est implanté dans toutes les entreprises. Bon, peut-être pas toutes, mais beaucoup d'entreprises maintenant utilisent Internet tout le temps et ne peuvent pas tellement s'en passer. L'IA c'est pareil, ça va devenir quelque chose de très commun et que tout le monde va utiliser. Et par IA, j'entends les outils d'IA générative tels que ChatGPT. Alors le problème, c'est que si une entreprise utilise ChatGPT, la version officielle que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, il y a un problème, c'est déjà on va utiliser quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc pour des tas d'entreprises, on aime bien comprendre ce qu'on utilise, être relativement indépendant. Donc il y a le premier aspect, c'est souveraineté technologique. On n'a pas forcément envie d'utiliser une boîte noire externe aux États-Unis et sans rien y comprendre. Et bon, le jour peut-être où la boîte fait faillite ou je sais pas, on est paumé, on n'a rien d'autre, voilà, on n'a plus notre outil. Donc ça c'est important de maîtriser n'importe quel outil dans une certaine mesure. Parfois il y a des outils qu'on n'a pas envie de maîtriser parce que c'est pas utile ou il y a tellement ou c'est des
les outils tellement, il y a tellement de choix, ou c'est tellement implanté qu'on se dit que c'est pas nécessaire de l'utiliser, ou parce que ça peut être trop complexe. Bon, parfois on a envie de maîtriser l'outil qu'on utilise. Donc première chose, donc c'est pour ça qu'avoir sa propre IA, c'est un enjeu de souveraineté technologique pour une entreprise. Il y a un autre enjeu qui est peut-être encore plus évident que j'aurais dû mettre en un, c'est la souveraineté des données. Chaque fois que je pose une question à ChatGPT, ou si je lui envoie des documents techniques liés au travail, etc., les données, elles partent aux États-Unis. Quelle est la garantie, enfin, elles partent aux États-Unis chez OpenAI, l'entreprise qui s'occupe de ChatGPT, et quelle est la garantie que la confidentialité des données est respectée? Est-ce qu'ils ne revendent pas les données? Bon, on n'en sait rien. Ça, c'est un problème juridique. Bon, moi, je ne suis pas expert là-dedans dans le juridique. À titre personnel, j'utilise ChatGPT, j'accepte de pas que mes données, de pas savoir vraiment ce qu'elles deviennent. Après, je pose pas des questions personnelles à l'IA, je pose que des questions techniques sur la programmation ou sur voilà. Mais en tant que prestataire, d'ailleurs, donc je suis prestataire freelance, j'interviens dans les entreprises la plupart du temps, même en fait dans toutes les entreprises que j'ai faites depuis que ChatGPT existe depuis quelques années. En général, c'est interdit d'envoyer des données à ChatGPT. Et du coup, ces entreprises, si elles veulent quand même bénéficier de l'IA, c'est interdit parce que pour les raisons d'espionnage industriel, de secret industriel, de confidentialité, etc. Mais les entreprises qui veulent quand même utiliser l'IA, eh bien, comment elles font? Eh bien, une des solutions, c'est d'avoir sa propre IA chez soi, donc à domicile. On appelle ça on-premise. Donc, c'est quoi la traduction de on-premise en français? Je ne sais plus. Dites-le en commentaire si vous le savez. Donc ça, c'est vraiment un aspect extraordinairement important, donc qui fait qu'on a envie d'avoir sa propre IA chez soi. Mais l'autre, de même qu'on a envie d'avoir ses propres serveurs internet ou ses propres bases de données chez soi. Donc on n'a pas forcément envie d'héberger ces données à l'extérieur, mutualisées. Bon, maintenant le cloud, ça se fait de plus en plus, mais il y a aussi des garanties de sécurité, il y a aussi des cas pour lesquels le cloud, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que les données seront confidentielles. Donc, souveraineté technologique, sécurité des données, customisation. Bien sûr, si j'utilise le ChatGPT que tout le monde utilise, peut-être qu'il ne correspond pas exactement à mes besoins. Peut-être que je veux que ChatGPT réponde d'une certaine manière. Par exemple, si je lui demande d'écrire des mails pour des mails officiels ou des textes juridiques, j'ai peut-être envie qu'il adopte un certain style, un certain vocabulaire qui correspond à mon métier. Donc avoir sa propre IA, ça permet de customiser. Ça permet aussi de faire en sorte que l'IA puisse accéder au patrimoine documentaire de l'entreprise, donc toutes les documentations, tous les fichiers PDF, etc. Donc ça, c'est les mécanismes de RAG, et on présentera ça sur la chaîne. Donc on va pouvoir connecter entre guillemets une base de connaissances, tout un tas de documents à une IA qu'on aurait chez nous et qu'on pourrait configurer comme on le souhaite. Ce qui n'est pas forcément possible, avec les IA du marché. Alors je ne sais pas comment on donne à ChatGPT l'accès. Je crois qu'on peut donner à ChatGPT l'accès à un Google Drive, mais si on n'est pas sur Google Drive, comment on fait? Donc c'est limité, on va être beaucoup plus flexible, puis là aussi on va avoir l'aspect sécurité des données qui va revenir. Ensuite, au-delà de l'accès aux documents, on va pouvoir donner accès à des outils carrément. On va pouvoir demander à l'IA d'utiliser des outils de l'entreprise. Donc mettons, je sais pas, l'IA pourra actionner comme un agent certains outils, certaines API de l'entreprise. Et si on a notre propre IA, on peut avoir confiance dans l'IA qu'on a configuré nous-mêmes, mais donner l'accès à ChatGPT à nos outils internes d'entreprise, on peut très bien ne pas vouloir le faire. Donc tout ça, c'est des sujets passionnants. En fait, ça mériterait une vidéo, même plusieurs vidéos entières. D'ailleurs, on le fera peut-être sur la chaîne, mais je vais pas le faire tout de suite. Voilà, la vidéo est déjà trop longue. Je n'ai pas lancé le chronomètre d'ailleurs pour cette vidéo, donc je sais pas depuis combien de temps ça parle. Je parle, ça doit faire au moins 10 minutes. Donc dernier sujet, je vais lancer le chronomètre. Dernier sujet, avoir sa propre IA, c'est très accessible. Alors ça, c'est pas une raison, enfin si, ça peut être une raison. C'est plus accessible qu'on ne le croit. Accessible, ça veut dire que c'est pas très coûteux en termes de puissance de calcul, parce que comme on le voit là, d'ailleurs voilà, l'IA a répondu à la question de la tarte aux pommes. Donc le modèle s'est téléchargé, la question tarte aux pommes est répondue. Donc sur un ordinateur normal entre guillemets, donc une entreprise peut se payer
payer un ordinateur normal, ou voire même très puissant, et voire même certaines entreprises ont accès à des capacités de calcul extraordinaires. Donc un ordinateur comme ça, on peut faire tourner un LLM. Et en termes de compétences, c'est pas non plus inaccessible, puisque moi tout seul, alors que c'est même pas mon sujet de base, hein, l'IA, moi c'est la gestion de projet, j'arrive à installer une IA et à vous montrer comment ça marche, etc. Donc là, on a la recette de la tarte aux pommes d'après Oyama, qui met en œuvre GPT-OSS à 20 milliards de paramètres. Alors, là on voit que c'est une grosse recette de tarte aux pommes, hein. Alors là, ici on a toujours notre petit... non, on l'a plus, mais voilà, on a l'autre recette de tarte aux pommes. Alors on va rester dans cette interface qui est plus lisible. Est-ce que je peux zoomer? Non, bon bah c'est pas grave, je vous lirai ce que ça dit. Donc, comment on fait ça? Non, aïe, j'ai perdu. Ah ben voilà, en fait, ça nous offre une interface utilisateur. Oyama inclut une interface utilisateur un peu comme ce qui est dans OpenWebUI. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai prévu de faire. Ça sera certainement dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais c'est super, c'est encore plus pratique Oyama qu'avant. Donc, on a la recette de la tarte aux pommes, on va pas la lire, mais là on voit que c'est vraiment très précis. Montage, cuisson, service, variante et astuces. Ok, donc là on peut espérer que pour l'agilité ça sera bien. Donc maintenant on entre dans le vif du sujet. On va faire nos tests classiques. J'appelle ça benchmark IA. Donc test rapide, on va faire, alors pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va faire 3 tests, une question facile d'agilité, une question piège, ça c'est les questions difficiles que j'ai conçues pour voir si l'IA ne tombait pas dans les pièges, mais en général elle tombe dedans, et on va demander à l'IA de rédiger une release note à partir d'un fichier GitLog, qui est un autre exercice qu'on a fait sur la chaîne et qui marche très bien en général. Donc la méthode de notation, c'est toujours la même. Je la rappelle car ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça sur la chaîne, et de toute façon je le rappelle dans chaque vidéo pour les personnes qui découvrent la chaîne via cette vidéo. Et qui veulent pas aller voir d'autres vidéos. Pour chaque question, j'ai une référence, c'est moi qui donne la référence, je donne ma propre réponse, la réponse humaine, et ensuite je pose la question à l'IA, on lui donne une note entre 0 et 5. 5, ça veut dire que l'IA a répondu aussi bien ou mieux que moi, ce qui est possible dans plein de cas, surtout sur les questions d'agilité. 4, réponse presque aussi bien, donc une bonne réponse, mais voilà, peut-être un peu moins bien avec un peu moins de détails. 3, une réponse correcte mais peut mieux faire. Alors ça sera le cas des réponses incomplètes. C'est les réponses où rien n'est faux, mais il manque des choses, des éléments qu'on n'a pas. 2, réponses comportant des erreurs, donc à la moindre erreur, on descend en dessous de la moyenne parce qu'on n'a pas envie que l'IA nous induise en erreur en nous faisant des réponses fausses. 1, c'est réponse fausse, donc c'est plus qu'une seule erreur, là c'est réponse toute fausse, c'est complètement faux, c'est que des erreurs entre guillemets, et 0, la réponse n'a aucun sens, où l'IA n'est pas capable de donner une réponse à la question. Par exemple, quand on essaie de faire générer des images, eh bien il y a des IA qui n'ont pas la possibilité de générer des images, eh bien elles ont 0 parce que à ce test-là, elles ne donnent pas de réponse. Donc on commence notre premier test qui est la toute première question d'agilité qu'on a posée sur la chaîne dans la première vidéo test d'agilité, où c'était avec ChatGPT la première fois. Donc la première fois on avait testé 3 IA, ChatGPT, Claude et Gemini, je crois. La question est la suivante. Je suis un nouveau Scrum Master d'une équipe et je souhaite introduire une animation tournante dans le daily meeting. Je vais commencer dès maintenant à poser la question à l'IA, on va gagner du temps. Donc là, on est sur GPT-OSS, 20 milliards de paramètres. Hop, voilà, on va attendre que ça réponde, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Donc, je vais introduire un daily meeting tournant dans mon équipe. Chaque jour, un nouveau membre de l'équipe doit animer le daily meeting. Donc, et c'est pas le Scrum Master qui l'anime tous les jours, ça sera un nouveau membre. Et certains membres de l'équipe ne souhaitent pas animer le daily et m'ont fait part de leur refus. Que faire ? Donc ça, voilà, c'est une question pas extraordinaire, standard. Alors ce qui est marrant, c'est que moi, en tant que Scrum Master, je n'aime pas faire les délits tournants. Je trouve que ça n'a pas tellement de valeur. Bon, enfin, je le fais pas, je le fais rarement. Bon, parfois dans des équipes, on le fait quand les gens ont envie de l'animer. Mais moi-même, voilà, c'est pas une pratique que je fais souvent. Après, pourquoi pas ?
En tout cas, ma réponse à cette question, c'est qu'il ne faut jamais forcer les gens. Donc, si y a des gens qui ne souhaitent pas animer le délit, eh bien, tout simplement, je leur dirais, ok, ben, c'est pas grave, on fait ça avec les volontaires uniquement. Donc ça, c'est vraiment la réponse que j'attends. Après, je pourrais détailler, développer. Bon, ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Donc là, mais enfin, si, ça serait intéressant. Mais bon, on passe déjà assez de temps sur tout un tas d'explications. La seule chose que j'attends, c'est que l'IA nous dise qu'il ne faut pas forcer les gens. Après, alors, bon, résumé rapide, ne pas forcer. C'est la première chose que je lis. Alors, bah, c'est super. Donc, ça va être une bonne réponse pour cette IA. Donc là, on a vu que l'IA était en train de penser. Donc en local, sur cet ordinateur. D'ailleurs, pour vous prouver que ça fonctionne, je vais couper Internet. Je vais couper Internet ici, déconnecter, et l'IA va continuer à fonctionner. Voilà, ouf, j'ai cru que ça s'était arrêté. Donc j'avais fait ce test dans la première vidéo, donc c'est sans trucage. Donc là, si je vais par exemple sur news.google.com, si je veux me tenir au courant de l'actualité, eh bien je ne peux pas réessayer, je n'ai pas Internet. Et on voit que l'IA continue de fonctionner, je peux toujours tourner vu que c'est en local. Donc on a notre réponse qui est là aussi très détaillée. Alors première chose que je remarque, c'est que GPT-OSS détaille beaucoup. Donc on va lire et on va juger. Ne pas forcer, le Scrum Master doit respecter la volonté de chaque membre. Pour moi, on pourrait s'arrêter là et ce serait bon. Mais on va quand même lire la suite au cas où il y aura des erreurs, bien sûr. Proposer un compromis, on ferait un rôle d'animation léger, prise de notes, chronométrage résumé ou un cycle de rotation plus long par semaine ou chaque sprint. Pourquoi pas ? Clarifier les bénéfices, donc ça c'est explication. Je ne vais pas lire tout dans les détails. Accompagner, proposer un coaching, ok. S'appuyer sur la transparence, utiliser un tableau visuel pour afficher la rotation. Bon, je suis pas un grand fan et si des personnes ne veulent pas, c'est pas le fait d'afficher un tableau visuel qui va les motiver plus, ça peut même les stresser. Respecter le self-organisation, donc ça c'est bien, j'aime bien. Laisser un groupe décider, vote, consensus, ok. Ça, je trouve ça pas mal. Analyse de la situation. Après, ça peut être limité parce que des fois, on peut avoir des groupes un peu dysfonctionnels ou des nouveaux groupes, des gens qui se connaissent pas. Donc, c'est aussi le rôle du Scrum Master de justement cadrer un peu tout ça et ne pas tout autoriser. Ça peut arriver dans des nouvelles équipes où on prend des gens un peu des prestataires à droite à gauche et les gens se connaissent pas et c'est le hasard des rencontres. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de dynamique interne, donc ça peut se résoudre et justement c'est le rôle du Scrum Master de contribuer à ça et de faire fonctionner l'équipe avec les gens qui sont présents dedans. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. Donc le mot self-organisation, je trouve ça bien, mais c'est pas une garantie de succès. Ça dépend, il y a une part de hasard. Donc pourquoi certains... Alors, analyse de la situation. Pourquoi certains refusent? Peur devant l'équipe, solution, petit exercice, ok, bon. Préférence pour le rôle plus taciturne, proposer des tâches d'animation légères, prise de notes, rappel du temps, pourquoi pas. Bon, après, il y a des gens qui n'ont juste pas envie d'animer, ils veulent juste faire du développement et c'est tout à fait respectable. C'est pour ça qu'il y a une spécialisation des métiers. On n'est pas doué pour tout, on n'a pas envie de tout faire. Donc, pour moi, on peut s'arrêter à ne pas forcer. Mais là, on voit que l'IA veut vraiment creuser le dossier. Perception de surcharge de travail, raccourcir le temps d'animation, exemple 2 minutes, bon, ok. Manque de confiance en leurs compétences, ok, d'accord. Approche structurée, étape 1, recueillir les objections, communiquer les bénéfices, ok, je vais pas tout lire. Proposer un compromis, s'appuyer sur la décision du groupe, vote rapide, bon, ça je suis pas fan non plus. Consensus, si 2-3 sont d'accord, adopter la solution proposée. En fait, pourquoi je suis pas d'accord avec ça, même si la démocratie c'est bien, mais s'il y a une personne qui est vraiment mal à l'aise avec le fait d'animer le délit, même si tout le monde vote pour qu'il y ait un délit tournant, si une personne est mal à l'aise, faut pas la faire animer, quoi. Donc dans un fonctionnement d'équipe agile, on doit pouvoir être assez flexible pour pas se prendre la tête juste pour un daily meeting. Même si bien sûr le délit est très important. Soutien continu, ok. Exemple de script pour la solution. Donc ça nous donne des scripts.
présenter la rotation et recueillir les retours. Scrum Master, donc là, il faut présenter la rotation du daily. Bon, moi je trouve que, alors c'est pas mal, mais c'est trop, c'est un peu trop, les réponses sont un peu trop longues. Faudrait que se renseigner sur internet pour voir si c'est un défaut de GPT-OSS. Bon, après, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon. Alors, cas pratique. Bon, là, vraiment, on est pris par la main. Hein. C'est même mieux que ChatGPT normal. Solution, rotation hebdomadaire. Alors, 4 membres refusent. Solution, rotation hebdomadaire. Ils ont besoin de plus de temps pour préparer leur tour. Donc ça ne va pas trop parce qu'on cherche des solutions pour leur faire accepter. Alors que pour moi, eh bien, s'ils refusent, bon, bah, ils refusent. C'est pas très grave. On peut discuter un peu, mais au bout d'un moment... Voilà, donc 2 membres veulent animer, 2 ne veulent pas. Solution, animation légère pour les 2 réticents. Bon, tout ça, ça me plaît pas trop. Aucun membre ne veut animer. Solution, maintenez le daily sans rotation. L'objectif de la rotation n'est pas de forcer, mais de donner l'opportunité. Donc ça me plaît bien. Checklist d'action, on connaît une checklist. Identifier les raisons, bon, on va pas les lire. Ça va être un résumé des autres trucs, certainement. Conseil rapide. Situation, conseil. High stress, commencez par une rotation légère. Très expérimenté, vous pouvez introduire la rotation quotidienne. Membre qui hésite, proposez un rôle de facilitateur de questions. En résumé, respectez la volonté, donc ça c'est très bien. Proposez un compromis, pourquoi pas. Engagez, former, soutenez, il faut le faire tout le temps. De toute façon, organisez la décision de l'équipe, vote consensus, ça j'aime pas. Je dirais pas que c'est une erreur à proprement parler, mais je n'aime pas. Évaluer, ajuster chaque sprint. Bon, ok. Alors, quelle note on va donner parce que là, le temps file, l'heure tourne. Alors pour moi, c'est pas 5 parce que voilà, ça part du principe. Alors pourquoi je peux pas éditer? Ah bah parce que j'ai pas internet. Oui, bah voilà, on va remettre internet. Hop, se connecter. Donc, on va pas mettre 5. Est-ce qu'on met 4? Bon, c'est moins bien que ce que moi je dis. Il y a à la fois plus de détails, mais il y a des choses que j'aime pas trop. Est-ce qu'il manque des choses? Bah non, il manque rien, c'est très complet. 4, c'est presque déjà généreux. Bon, on va quand même mettre 4. Allez, on va mettre 4. Allez. Parce qu'il n'y a rien de faux. C'est juste trop complet, donc c'est moins bien que ce que moi j'ai dit, ça veut trop en faire. Question suivante. Je suis un RTE d'IntraSafe. Alors je pose la question, non je la lis d'abord et ensuite on observera le fonctionnement de ces nouveaux LLM. Je suis un RTE d'IntraSafe. Une de mes équipes livre 60 story points à chaque itération et une autre équipe ne livre que 20 story points à chaque itération. Comment faire pour que l'équipe qui ne livre que 20 story points soit au même niveau que l'équipe qui livre 60 story points? Donc là le piège, est-ce que vous l'avez deviné? Le piège c'est que en fait si on utilise les story points on ne peut pas comparer les équipes entre elles. Alors même si on n'utilise pas le story point d'ailleurs, parce que alors je vais attendre avant de cliquer sur envoyer, je vais donner ma réponse, comme ça je pourrais commenter le mode de fonctionnement de GPT-OSS. Alors pourquoi on ne peut pas comparer le nombre de story points délivrés par les équipes? Pour des tas de raisons. Par exemple, donc ce que j'attends c'est de dire qu'on ne peut pas comparer, que ça sert à rien. Voilà, donc ça c'est le truc essentiel. Et éventuellement donner des raisons qui expliquent pourquoi on ne peut pas comparer. Bon, là je ne vais pas tout expliquer pour pas que ça prenne trop de temps, mais les équipes peuvent avoir des travaux, des user stories de nature très différente. Les équipes n'ont pas forcément toutes la même taille, donc il peut y avoir des équipes où il y a 10 personnes et d'autres où il y a 3 personnes, donc on ne va pas pouvoir comparer le nombre de story points. La valeur du point, elle dépend des user stories de référence que chaque équipe utilise pour comparer les US relativement les unes par rapport aux autres, donc ça c'est le story point. Comme chaque équipe a un point qui a une valeur différente, en fait, si on utilise vraiment les story points, on ne peut pas comparer les équipes, sauf si on a une référence commune et une valeur de points commune, entre les équipes. Alors là, on peut espérer comparer, mais pareil, donc c'est une entreprise, c'est pas forcément une compétition, donc ça c'est vraiment un défaut de vouloir comparer comme ça. Ça peut être contre-productif, mettre une mauvaise ambiance. Ou faire en sorte que les gens ils vont se mettre à vouloir maximiser un indicateur, le nombre de story points délivrés, alors que c'est réducteur de faire comme ça.
C'est intéressant, bien sûr, c'est toujours bien de livrer plus de story points, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la qualité, ça ne doit pas se faire au détriment du surmenage, d'une mauvaise ambiance, etc. Donc il y a plein de raisons, et donc là, voilà, le piège, c'est qu'il ne faut pas essayer de comparer les équipes en termes de nombre de story points livrés. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Alors je voulais pas parler pendant la réflexion de l'IA, parce que je voulais observer le petit truc de raisonnement là qui est apparu tout à l'heure et que j'ai pas commenté. Alors manque de chance, ça n'arrive pas. Il n'y a pas la petite boîte de raisonnement. Et là, je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, mais je peux vous dire que les ventilateurs de l'ordinateur se sont allumés. Donc il y a plus de puissance de calcul qui est utilisée, certainement, parce que la question est plus compliquée. Oui, c'est une question piège, donc qui est faite pour piéger l'IA, pour la faire réfléchir. Alors là, apparemment, c'était une question encore relativement simple. On n'a pas vu la tarte aux pommes, mais alors j'aurais peut-être dû lui dire de donner des réponses concises. Parce que là, s'il nous écrit un roman sur une question aussi compliquée. Alors, il y a eu une première phase avec les 3 petits points. Maintenant, thinking. Bon, je ne peux pas zoomer, et en plus, c'est écrit en anglais. Donc, c'est écrit que l'IA écrit qu'elle doit expliquer le contexte, safe, le rôle de RTE, mince, ça défile. Bon ça va trop vite. Je vais pas lire en plus en anglais, il faudrait que je vous traduise en même temps pour que ça soit intéressant. Donc on ne lira que la réponse. Bon, ça c'est la tambouille interne de l'IA. Donc ça, c'est ce mode de fonctionnement là, c'est ce qu'on voyait dans ChatGPT O3 ou dans le mode thinking de certaines IA, donc où les IA font comment dire, on dit des chain of thought, des arbres de pensée en français peut-être, donc où ils réfléchissent et on les voit réfléchir en interne avant de formuler leur réponse. Ok, donc le problème n'est pas la vitesse. Est-ce que j'ai parlé de vitesse moi? J'ai parlé de nombre de story points. Chaque itération. Voilà, j'ai pas utilisé le terme de vélocité volontairement parce que je voulais pas utiliser de terme technique, je voulais utiliser vraiment des mots très simples pour cette question. Alors, mais bon, ça c'est qu'une introduction, pourquoi pas, le problème n'est pas la vitesse. On va lire la réponse. Le vrai objectif. En safe, l'ART Agile Release Train n'est pas un ensemble de moteurs qui doivent tous tourner à la même cadence. C'est vrai, j'aime bien cette analogie. Chaque équipe a sa propre vélocité historique basée sur sa taille, ses compétences, son niveau, sa maturité, son domaine métier. Très bien, je l'ai un peu dit aussi, mais là c'est encore mieux dit. Ce qui compte, c'est que chaque équipe livre de la valeur aux objectifs de PI. Vrai. Pas que leur nombre de story points soit identique. Oui. Mais si une équipe se trouve systématiquement à 20 story points alors qu'une autre est à 60 story points, cela indique généralement... Alors voilà, là c'est moins bien, donc l'IA tombe dans le piège. Ça avait bien commencé, et normalement ça s'arrête là, parce qu'on n'a aucune idée. Ça se trouve, alors, et je l'ai déjà vu en situation réelle, on a des équipes qui livrent 20 story points à chaque itération, et qui livrent plus et de meilleure qualité que d'autres équipes qui livrent 60 story points à chaque itération. Parce que les story points c'est trop abstrait, c'est trop synthétique, donc ça dit rien tout seul, ça ne dit rien de la qualité de ce qui est livré, ni même de la quantité en réalité. Donc c'est plus compliqué que ça si on veut comparer deux équipes. Donc là, mais là ça veut quand même le comparer. Donc, mais si une équipe se trouve systématiquement à 20 story points et une autre 60, cela indique généralement un retard dans l'alignement des objectifs. Non, hors sujet. Des défauts ou un technical debt qui ralentissent la livraison. Alors ça peut expliquer un problème de performance d'une équipe. Des impediments récurrents que le RTE peut aider à résoudre. Bon, ça peut être vrai, ça peut expliquer un retard de l'équipe. Bon, alors là je suis mitigé pour l'instant. Il y a du bon, il y a du mauvais. Analyse de la cause racine ou regarder. Compétences, expertise, question clé, l'équipe possède-t-elle les compétences techniques nécessaires? Ok, backlog, découpage, les stories sont-elles bien définies? Bon là on a des solutions basiques, je ne vais pas tout lire. Process et cadence, les 20 story points est-il en train de burer en cours d'itération? Ça je ne sais pas ce que ça veut dire, erreur de traduction peut-être, on n'en tient pas compte.
Ou alors c'est moi qui connais pas les mots de vocabulaire, peut-être, je ne sais pas. Dites-le en commentaire si vous savez, on va pas chercher. Cycle time, lead time, context switch, ok. Donc là, ça part du principe que l'équipe qui ne livre que 20 story points est effectivement moins performante que celle qui livre 60. Et ça nous cherche des conseils et des explications pour la rendre plus performante. C'est là, donc là, moi je dis, l'IA tombe dans le piège. Important, l'objectif d'une analyse de root cause est de réduire la disparité pour gagner en maturité et en valeur. Alors que ça commençait vraiment très bien au départ. Décevant. Plan d'amélioration pas à pas pour le RTE. Donc là, on a tout un plan, gestion des dépendances, etc. Donc qui sont forcément positifs, mais ça répond pas vraiment à la question. Enfin, plutôt ça tombe dans le piège. Si la différence de vélocité est due à la taille des équipes, par exemple 8 membres versus 4, la solution n'est pas d'augmenter la vélocité de la petite équipe, mais de faire évoluer la petite équipe jusqu'à ce qu'elle soit capable de soutenir ses propres objectifs. Donc ça c'est vrai, donc ça c'est pertinent. Effectivement, une différence de vélocité peut être justifiée par une différence de taille. Exemple concret d'intervention de RTE, donc là on est vraiment hyper verbeux. Et en plus avec la moitié de trucs faux ou un peu hors sujet. Donc là on va pas tout lire. Répondre à la demande au même niveau. Ne pas chercher. Donc là on dirait que mon texte a été décomposé en sous-objectifs et donc l'IA essaye de répondre à chacun des sous-objectifs. Ne pas chercher à forcer un nombre égal, mais à aligner la capacité de chaque équipe à livrer la même valeur. Alors ça c'est pas mal. Ne pas chercher à forcer un nombre égal, aligner chaque équipe à livrer de la valeur, mais là c'est la même valeur, donc ça va pas. Voici un plan sprint to sprint in API cadence. Ok, que vous pouvez déployer. Donc ça donne des noms. Kick-off un workshop de root cause. Bon, c'est toujours bien de comprendre les causes, mais là on est hors sujet. Définir un objectif commun de PI, sans story point de valeur. Livré pour chaque équipe. Bah non, ça c'est justement. Bon bah là on va être dans le faux. Hein. Là c'est mal parti. Je suis déçu. Mettre en place un backlog d'amélioration pour l'équipe, 20 story points, technical, excellence, etc. Ensuite, process excellence, backlog refinement, estimation, process excellence, pair programming, knowledge transfer. Intégrer ces items dans le PI planning, bon, bof, ça moi je suis pas fan de ça. Respecter le inspect and adapt, répéter les inspect and adapt, ok, pourquoi pas. Mesurer non seulement la vélocité, mais aussi le lead time, le cycle time, le pourcentage de story, ok. Alors, pourcentage de story, ok, là c'est plus intéressant. Bon, récapitulatif, il y en a encore. Bon, récapitulatif, capacity and estimation. Ça mélange un peu de l'anglais, ça me dérange pas vraiment, mais bon, ça on va pas le lire. Alors, final foot. Bon, si c'est quand même un peu dérangeant que ça mette beaucoup d'anglais. Après, peut-être que ce LLM n'a pas été tellement spécialisé pour le français. Alors, donc ça c'est avis final, on va dire, pensée finale. Égaliser la vélocité est un objectif secondaire. L'objectif principal d'un RTE est d'assurer que chaque équipe du train puisse livrer leur PI objectif avec qualité et rapidité. C'est vrai. Si après un sprint d'amélioration, l'équipe de 20 story points ne double pas sa vélocité mais atteint les mêmes KPI de valeur, la disparité en points disparaît pour la RT. Vous avez atteint le même niveau de maturité. Bon, ok. Donc réponse très mitigée pour moi. Donc pour moi il y a de l'erreur. Alors bien sûr si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez le dire en commentaire parce que il y a autant d'avis qu'il y a de Scrum Master certainement ou de RTE. Donc on va pas mettre la moyenne. Il y a trop d'erreurs. Donc on va mettre 2. Voilà, on va rester à 2. C'est peut-être un peu... Il y a un peu de... Il y a quelques parties bien. Allez, on va mettre 2,1, histoire d'encourager. Alors je me souviens plus de ce qu'avait répondu Yama 3.3. Alors ça serait intéressant de faire plus de tests. Peut-être je ferai une autre vidéo où on ira un peu plus vite. Là vous aviez eu toute la partie installation et explication un peu générale au début. Donc maintenant on va faire notre troisième test. Donc notre troisième test c'est... Alors là je ne sais pas si ça va être possible. Je pense que si.
notre troisième test, c'est de faire générer une release note. Faire générer une release note à partir d'un fichier Gitlog. Donc c'est un exercice de synthèse. Ce que je voulais vous montrer, c'est une des premières vidéos qu'on a faites. Voilà, l'IA écrit une release note. Vous pouvez aller voir cette vidéo si jamais vous voulez en savoir plus. Hop, je mets pause. Donc on va faire ça. On va faire ça exactement dans les mêmes conditions que dans cette vidéo. Donc j'ai repris le même prompt. Alors j'espère que ça va pas être aussi verbeux la release note. Volontairement, je modifie pas mes prompts. Et est-ce qu'on peut lui donner un fichier? Je te fournis... bon, si on peut pas lui donner, je fais juste un copier-coller. Voici là l'extrait, parce que c'est un fichier texte. Gitlog. Donc là, j'ai mon fichier Gitlog de l'application CinePS. Donc les choses sont présentées dans la vidéo. Donc je l'ai préparé ici. Donc... ah, mais ça marche peut-être en fait. Je vais tenter le glisser-déposer pour voir. Et oui, ça fonctionne. Donc, alors je vous montre pas ce que c'est un fichier Gitlog. Vous le savez certainement. Sinon, vous pouvez aller voir l'autre vidéo. On va juste observer le résultat, histoire d'aller un peu plus vite. Alors là, ça va peut-être prendre aussi un peu de temps. Donc là, on a un certain nombre de commits. Une dizaine de commits. On va d'abord faire le test avec ChatGPT pour voir. On va faire la même question. Allez, là, j'entends à nouveau les ventilateurs de mon PC qui s'allument. Donc, on va comparer comme ça la qualité. Donc là, c'est GPT-5. Donc, la dernière version qui est censée être mieux, même si c'est assez critiqué. Donc, je demande une release note en Markdown. Je demande une certaine structuration. Nouvelle fonctionnalité. Donc dans cette release là, il y avait pas mal de fonctionnalités sur les statistiques. Donc c'est un petit site web qui permet de gérer. C'est un site web que j'utilise comme un cobaye pour toutes mes expériences. Donc je vais dessus pour vous le montrer. Ça permet de gérer les films qu'on visionne dans un petit club de cinéma dont je fais partie, et on a une petite application. Donc ça, c'est un site web de test donc que j'utilise pour des vidéos, et donc c'est un serveur de pré-prod qu'on utilise pour tester le site avant de le réaliser. Après, c'est un... Ah tiens, c'est marrant, débat de la présidentielle, Emmanuel Macron. On a proposé ça comme film pendant... pendant l'élection présidentielle il y a quelques années maintenant, et ça se retrouve dans les données de test. C'est vraiment rigolo. Les noms sont des faux noms. J'ai anonymisé les choses parce que c'est en pré-prod. Après, c'est un site privé, hein, donc je m'égare un petit peu. La release note, bon, il y avait pas mal de choses sur les statistiques. Donc je lis vraiment en diagonale, ajout d'un nombre de notes dans le tableau. Donc il y avait ajout du nombre de notes sur plein de choses. Ok, possibilité de l'admin d'éditer la semaine avec la gestion de l'affichage PS de droit divin. Oui, c'est une nouvelle fonctionnalité. Évolution visible par les utilisateurs, variable d'environnement. Donc ça, c'est une erreur. Ça devrait pas être là parce que j'ai demandé de pas mettre les détails techniques. Bug corrigé, aucun bug corrigé, c'est vrai, il n'y avait pas de bug corrigé dans cette truc, que des fonctionnalités ou de refactoring. Refactorisation, simplification des appels API, suppression de certains endpoints, oui, renommage des fonctions call API et call API get, centralisation des appels. Ok, bon voilà, c'est pas mal. Il y a quelques erreurs, c'est pas parfait, mais c'est pas ChatGPT qu'on juge. Alors sur ce test là, si on regarde donc mon petit tableau benchmark, je vous mettrai bien sûr le lien en description de la vidéo. Donc j'avais mis ça dans DevOps et IA. Alors désolé, c'est pas très bien présenté, mais on avait fait plusieurs tests avec une vieille version de ChatGPT, toujours la même version de ChatGPT 4o, mais avec deux prompts différents. Donc le premier prompt, ChatGPT avait eu 2. Sur cet exercice, c'est toujours la même release note qu'on fait. Ensuite, il avait 4,5. Ensuite, on avait fait un GPT custom, ChatGPT avec 4, donc moyenne 3,5. Claude avait eu 4,8, c'était parfait. Gemini avait eu 1,5. Les autres IA, on ne les avait pas testés. Donc ça,
c'est sur la génération de release note. Et quelle note va avoir. Donc on voit que quand même ça prend plus de temps. Bah, c'est normal, c'est en local sur ce PC. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Donc c'est quand même un modèle à 20 milliards de paramètres. Mais on a plus gros. 120, je ne sais pas quelle taille ça fait. 120 GPT-OSS, 120 milliards. Est-ce que je pourrais le mettre en œuvre sur mon PC local? Hop. Quelle taille en gigaoctets fait le LLM GPT OSS 120 milliards de paramètres. Voilà, pose la petite question en attendant. Bon, j'expliquerai dans une autre vidéo ces histoires, qu'est-ce que c'est un paramètre et tout ça. Bon, ou peut-être que je l'expliquerai pas parce que c'est trop technique. Il y a certainement d'autres chaînes YouTube qui expliquent tout ça. Mais c'est quand même bien. Alors j'explique quand même des choses un peu techniques parfois, parce que pour bien utiliser l'outil, donc nous on se place sur cette chaîne du point de vue de l'utilisateur, hein, et même de la gestion de projet. Donc on veut comprendre l'outil pour savoir comment l'utiliser, comment gérer cet outil. Et parfois il faut quand même comprendre un minimum de technique. Alors là on voit qu'il est en train de réfléchir, hein, toujours. Donc c'est vraiment la première fois que j'utilise ce LLM. Donc je découvre en même temps que vous. Voilà, bah c'est bien, c'est son trucage. Et après, en fait, si je devais préparer, eh bien, j'aurais pas le temps de faire toutes ces vidéos. Donc à la fois c'est spontané, c'est moins bien préparé peut-être, mais ça me permet de faire plus de vidéos. C'est pas mon activité professionnelle, je ne suis pas youtubeur professionnel, je n'en vis pas, la chaîne n'est pas monétisée, et donc je fais ça vraiment en tant que loisir, on va dire. Que passion si vous voulez. Donc là c'est assez long, hein, le thinking, et en même temps c'est normal parce que c'est la question la plus longue qu'on a posée. On a tout ce texte là et on a le fichier gitlog. J'enlèverai les noms en fait du fichier gitlog et je mettrai ça sur un dépôt Git peut-être. Comme ça je vous donnerai accès à la fois au prompt, aux fichiers que j'utilise pour mes tests, si vous voulez faire des tests vous-même sans avoir à créer vos propres fichiers. Après, si vous avez une application sur laquelle vous pouvez faire des tests, c'est assez facile. Vous extrayez le gitlog avec la commande gitlog, hein, tout simplement, et vous voyez, la seule difficulté, c'est qu'il faut extraire uniquement les commits qui correspondent à une certaine release. Bon, toujours en train de penser, c'est l'étape la plus longue. Après, l'affichage du texte ne prend pas trop de temps normalement. Donc là, 60 gigaoctets. Je me demande si est-ce qu'il faut télécharger tout le modèle en RAM pour que ça marche ou pas. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Bon, je sais pas exactement comment ça marche en réalité. 60 gigaoctets. On peut demander à l'IA. Donc là on demande au vrai ChatGPT. Hop. Salut, est-ce que tu crois que je pourrais faire tourner ce gros LLM de 120 milliards de paramètres, donc GPT-OSS-120B. Est-ce que tu crois que je pourrais faire tourner ça sur mon PC qui a 64 Go de RAM, une GeForce RTX 4070 qui contient 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i7 relativement récent? Est-ce que c'est possible ou pas, à ton avis? Voilà, on utilise le speech to text. On fera des vidéos dédiées sur le sujet du speech to text. Ça, c'est aussi un sujet qui me plaît beaucoup. Il y a tellement de choses dans l'IA, on ne sait plus où donner de la tête. Donc là, on attend. Ah, voilà. Donc là, j'ai mon fichier Markdown. Alors, on va le lire. Markdown preview. Et on va noter. Et ça sera la fin de la vidéo. Parce que là, ça fait déjà un petit moment. Voilà, donc ça, c'est un fichier précédent. Paf. Release note.
Alors bon, ça, la version, on l'enlèvera, mais c'est pas grave. Nouveauté, statistique, affichage du nombre. Alors nouveauté, j'ai parlé de fonctionnalité, mais bon, pourquoi pas. Affichage du nombre total de films vus en PS, ajout de la moyenne générale de tous les films, ajout d'une icône d'information accompagnée d'une infobulle, ajout du nombre de notes dans le tableau de classement films gagnés, ajout du nombre de notes reçues par les films gagnants de chaque proposeur, ajout du nombre de notes données par chaque membre spectateur le plus satisfait. Donc tout ça c'est bon. Gestion de l'APS de droit divin par l'administrateur et affichage de l'APS de droit divin. Effectivement, variable d'environnement, ça c'est pas une fonctionnalité, donc c'est une petite erreur. Et en plus j'ai demandé dans le prompt à ne pas mettre les choses purement techniques. C'est écrit les suppressions de... Alors voilà, ne mentionne pas les modifications du modèle de données, traite les commits par ordre du plus ancien au plus récent. Les suppressions de code obsolètes ou nettoyage de commentaires ne doivent pas être mentionnés. Alors modèle de données, non, ne mentionne pas les choses qui sont des petits détails techniques. Voilà, bon ça c'est subjectif. Bon, on va dire que c'est pas une erreur, mais il faudrait préciser le prompt. Correction de bug, aucun correctif. C'est marrant, il fait la même chose que ChatGPT, alors que les autres ne le faisaient pas, Claude, etc. Évolution technique, simplification des appels API. Introduction d'une méthode unique couvrant tous les verbes HTTP. C'est vrai, centralisation des variables d'environnement, chargement d'un fichier en .php. Optimisation de la logique serveur, suppression des appels API superflus, consolidation des requêtes de récupération de données. Alors ça, c'est bien écrit, je trouve. Et là, downloading model. Qu'est-ce que c'est downloading model? Ça, aucune idée de ce que c'est. Pourquoi c'est écrit ça? Parce que j'ai fait copie. C'est peut-être une erreur. C'est pas écrit là. Bon, on va dire que ça n'existe pas. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur, je pense. Sauf que ça, c'est pas des fonctionnalités. Mais bon, c'est pas une grosse erreur. Parce que, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir rapidement une release note et éventuellement de supprimer des choses. Bon, ça, c'est mal classé, on va dire. C'est pas très grave. Bon, j'ai envie de mettre quand même une assez bonne note. On va mettre 4, je pense. Allez. Il y a quand même l'erreur de classement, donc on va mettre 3,5. On va dégrader un peu la note. Alors c'est pas mal. Il faudrait refaire un test pour être sûr, parce que tous ces tests là que je fais, à chaque fois je ne fais qu'un seul test. Alors dans le tableau vous voyez qu'il y a quand même pas mal de tests, mais même pour la même question je devrais rejouer plusieurs fois le même test, parce que ça on observe avec l'IA qui est non déterministe qu'on n'a jamais toujours la même réponse. Donc, résultat des courses. Donc là, Yama avec GPT. OSS, on avait mis combien? 4, 2,1. Donc là, on a 4 ici. Ensuite, question piège. Première question piège, 2,1. C'est pas extraordinaire. Donc la moyenne, ça sera... je sais pas si ça va marcher en fait. Voilà, il faut faire ça. On tire les formules. Bon, alors là, c'est pas très pertinent, hein, comme je le dis, parce qu'il n'y a pas assez de tests. Mais c'est un point de départ. C'est un point de départ. Hop, voilà. Donc, moyenne 3,05 sur 5, ce qui nous fait 12,20 sur 20. Bon, donc c'est légèrement mieux que Yama 3.3. Mais là, il faudrait quand même faire vraiment plus de tests. Sur la partie release note, c'est vraiment pas mal. Donc là, on est ici avec le prompt 2. Et on a mis combien? 3,5 je crois. Bon, tout ça c'est subjectif. Alors je le redis une troisième fois, il faudrait faire beaucoup plus de tests pour que ce soit plus robuste, plus fiable en termes d'estimation. Mais alors ce que je retiens, c'est que même si ça prend du temps, peut-être 5 minutes, j'aurais dû chronométrer 5 minutes à chaque question, c'est quand même beaucoup plus rapide que Yama 3.3.
qui mettait 20 minutes voire plus dans la vidéo où on a fait le test avec Yamaha 3.3. Donc autant Yamaha 3.3 ce n'est pas vraiment utilisable sur cette machine que j'ai ici, et si je voulais l'utiliser il faudrait beaucoup plus de puissance de calcul. Autant GPT OSS c'est utilisable, il faut juste être un petit peu patient. Et donc c'est moins consommateur de ressources, c'est normal, le modèle est plus petit que Yamaha 3.3, mais alors non, template de rétro c'est pas là, mais il donne des réponses aussi bonnes, donc c'est vraiment assez proche. Donc là, il faudrait faire des tests complémentaires. Donc du coup, ça me donne envie de faire des tests complémentaires pour quelque chose qui tourne quand même en local sur cet ordinateur. Donc ça n'a rien à voir avec la puissance de calcul des grands LLM comme ChatGPT, Grok, Claude, etc. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. Pour ceux qui sont restés jusqu'à cette partie de la vidéo, je vous remercie. J'espère vraiment que ça vous a intéressé, et puis je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.